La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, celles qui viennent de nous rejoindre prochainement. On va attendre 2-3 minutes que les personnes se connectent. Il y a beaucoup de gens qui viennent de se connecter. Donc, bienvenue d'ores et déjà à ce webinaire dédié aux éditeurs et aux fonds d'investissement qui investissent dans les éditeurs. La thématique du jour, c'est le cap sur la croissance et la performance en 2023. Donc, on va vous demander de patienter quelques minutes et on va démarrer très prochainement la diffusion. Merci Vincent de cette jolie introduction. Donc, c'est un webinar qui va durer normalement entre 45 minutes et 1 heure. On va essayer de tenir le timing. Après, ça dépendra des questions-réponses qu'on prévoit en fin de session. Pour ceux qui sont déjà connectés, le webinar va être enregistré, donc il sera rediffusable en replay à votre convenance. Et aussi, nous allons envoyer les présentations sous forme PDF, donc inutile de devoir faire des captures d'écran ou de noter des choses. On vous enverra toutes les informations telles qu'elles sont, donc avec tous les chiffres et toutes les informations qu'on va présenter aujourd'hui. Donc, voilà, vous êtes libre juste d'écouter, et puis vous aurez tout le contenu à la fin de la session. Une fois qu'on terminera, on enverra tout ça à tous les participants. On attend quelques minutes encore parce que je vois qu'il y a beaucoup de gens qui se connectent. On attend une 50aine de personnes aujourd'hui. Donc, on va attendre quelques minutes, sachant qu'aujourd'hui est un jour particulier. On va éviter de vous faire la panne d'essence ou nous mettre en grève ce matin. Donc, je pense qu'il y a quand même quelques personnes qui ont peut-être des difficultés à rejoindre leur travail aujourd'hui et donc de se connecter. Donc, on va attendre un petit peu pour leur permettre d'être présents. On a eu quelques messages en parallèle en disant d'attendre un petit peu, donc on va faire l'effort d'attendre un petit peu. Merci de votre patience. Laurent, si tu as un petit commentaire, vas-y. Bon, écoute, tu l'as fait très bien. Pour qu'un journaliste est suffisant sur l'émission. Bon, en tout cas, on espère que tout le monde va bien et tout le monde arrive quand même à gérer la situation un peu particulière de la journée. Bon, voilà. Oui, maintenant, effectivement, avec les moyens de travail à distance, comme je l'évoquais tout à l'heure, moi j'ai des amis qui m'expliquent que depuis le Covid, les petits déjeuners sont beaucoup moins suivis avec assiduité. Par contre, les webinaires, beaucoup plus. Donc, je pense que les gens sauront s'adapter ou ont su s'adapter à la situation. Ouais. Euh, Bon, on va peut-être, il est bientôt 9h05, on va peut-être commencer déjà à avancer sur les premières oui, présentations sur l'organisation. Donc, peut-être on va commencer par se présenter. Donc, Laurent, je te laisse l'honneur de te présenter. Ça a été bien ordonné, ouais, commençant par toi-même. Vas-y. merci. Bonjour à tous et enchanté de faire connaissance. Mon nom est Laurent Fink, comme vous le voyez. Je suis associé d'une entreprise, d'une société de conseil. J'ai passé 25 ans dans le monde de la technologie, au début dans le conseil en stratégie informatique, et puis ensuite j'ai rejoint un certain nombre d'éditeurs pour travailler avec eux sur des stratégies de go-to-market et des projets de transformation commerciale. Très bien, merci. Donc, moi, je suis Vincent Malka. J'ai l'honneur de diriger l'activité de PAC en France. Donc, PAC, vous connaissez peut-être le nom Pierre Audouin Consultant aussi, qui a été très longtemps promu sur le marché. Voilà, donc j'ai PAC, on se présentera un petit peu tout à l'heure, mais bon, voilà, moi, pour ma part, ça fait 25 ans que je travaille dans l'IT et donc j'ai la chance d'animer cette équipe en France. Juste pour l'organisation, donc je disais que le webinaire était bien enregistré. On va vous envoyer le lien pour le replay et aussi la présentation. Sachez qu'en fin de session, vous avez dans la petite console prévue pour le GoToWebinar un endroit où vous pouvez poser vos questions. Donc n'hésitez pas à les poser, on essaiera d'y répondre en fin de session. Là pour le coup, on veut dérouler le contenu, mais on tient aussi à avoir des questions-réponses en fin. Donc n'hésitez pas à poser vos questions en cours de route. On essaiera d'y répondre le mieux possible. Oui, absolument. C'est un des intérêts du webinaire, c'est d'avoir un échange à la fin si vous le souhaitez.
Et puis après, évidemment, on pourra avoir des échanges a posteriori si vous le souhaitez pour approfondir certains points, évidemment. En tout cas, notez bien que vous aurez toute l'information, donc inutile de passer du temps à noter. On vous enverra tout ça. Donc, je vous propose de démarrer sur le contenu. Donc l'agenda aujourd'hui, on a voulu avec Laurent faire une approche un petit peu top-down, c'est-à-dire partir vraiment du marché des logiciels en France et en Europe, en donnant une vision qualitative et quantitative, vraiment pour poser le décor, hein, pour bien comprendre dans quel contexte on se situe aujourd'hui. Et c'est le métier de PAC de vous éclairer là-dessus. Et ensuite, Laurent vous présentera évidemment comment optimiser finalement sa croissance en saisissant toutes les opportunités que le marché propose et finalement quelles sont les bonnes techniques de go-to-market notamment qui permettent d'optimiser cette croissance. Et à la fin, donc les questions-réponses telles qu'on vient de vous le dire. Donc, je vais vous présenter un petit peu la vision de PAC sur les grandes tendances quantitatives, donc plutôt la partie chiffrée du marché des logiciels, hein, très rapidement. Bon, pour vous situer, bon, pour ceux qui connaissent pas PAC, PAC c'est un cabinet d'analyse de marché indépendant avec un fort barycentre européen. Donc, on est présent à Paris, à Londres, à Munich et à Bucarest. Et notre vocation, c'est évidemment de donner une approche très proche du marché, très proche du terrain, sur l'industrie du logiciel et sur l'industrie des services. Donc nos principaux clients sont des éditeurs de logiciels et des grandes sociétés de services. On a à peu près toutes les sociétés du top 10 qui sont clientes de notre recherche. Vincent, si je peux juste t'interrompre, il y a ta souris qui apparaît au milieu de l'écran, si tu peux la bouger. Ouais, je l'envoie. Merci beaucoup. Donc pour resituer, on va quand même partir du plus haut niveau. Donc on parlait de la dépense IT en Europe et en France. Donc la dépense IT en Europe, c'est à peu près 713 milliards d'euros. Vous voyez que c'est quand même un marché très conséquent qui fait, on prévoit une croissance en 2023 de 5%, à comparer à la croissance du PIB hein, qui est annoncée pour la France à 2,6%. On a à peu près le même niveau de croissance prévu pour la France. Hein, donc on est sur un niveau de marché de la dépense IT de 113 milliards. Et c'est un marché qui va évoluer à 4,1% en moyenne jusqu'à 2026. Donc vous voyez que c'est un marché extrêmement dynamique par rapport à l'économie. C'est un marché aussi qui est solide, hein, qui continue à croître dans les prochaines années avec une forte fiabilité. Bon, vous avez tous entendu, tout le monde a des incertitudes fortes sur l'économie en 2023 et avec des risques de baisse annoncés au dernier trimestre 2022. Mais quoi qu'il en soit, et on verra dans les slides, il y a une certaine confiance de l'industrie IT et digitale par rapport à cette situation. Donc si on regarde le marché software et des plateformes cloud en Europe, hein, qui est un marché extrêmement dynamique et qui est un peu le sujet du jour, donc ça pèse à peu près 147 milliards, 148 milliards en Europe occidentale. Et vous voyez un petit peu la répartition par pays. Hein, vous voyez que les grands pays sont UK et Allemagne, hein, qui pèsent à peu près un peu plus de 30 milliards, et la France qui arrive à peu près à 20 milliards. Si on regarde la croissance totale de la région Europe occidentale, donc on est sur une croissance d'à peu près 10% annoncée. Vous voyez qu'il y a un bloc qui se détache, qui est un peu plus supérieur à 10%, donc le Royaume-Uni, l'Espagne et la France. Donc avec la France, quand même, on prévoit une croissance sur le marché du logiciel et des cloud platforms de 10,5%. Et en dessous, vous avez un bloc qui est un petit peu moins croissant, mais qui fait quand même de belles performances, hein, notamment en Allemagne et aux Pays-Bas. Et vous voyez que ces différences en fait de croissance souvent héritent plutôt du niveau de maturité dans le pays et le niveau d'équipement finalement en logiciel et le niveau de digitalisation en globalement des entreprises et des organisations publiques. Si je fais maintenant un focus, donc le marché français, software and cloud platform pèse à peu près 21 milliards, avec une croissance de 9,5% en 2023, de 10,5% pardon, en 2023, et avec un TCAM de 8,8% jusqu'à 2026. Si on regarde dans le détail, on voit qu'à gauche, tout ce qui est application en mode classique, c'est-à-dire on-premise, vente de licence plus maintenance, on voit qu'on est plutôt sur des marchés qui sont soit décroissants, soit légèrement croissants. Donc évidemment, tout ce qui est monde des applications on-premise, vente de licence classique, est plutôt en décroissance. C'est quand même un marché qui pèse 6 milliards. Et par contre, bon, on a une certaine résistance, on va dire, de tout ce qui est logiciel, d'infrastructure et de management des infrastructures, hein, donc, et aussi du middleware qui arrive à faire une petite croissance de 2% en 2023.
À côté de ça, on a le marché du SaaS qui pèse 7 milliards et lui qui croît, on prévoit une croissance pour l'année prochaine de 18,5%. Donc un marché extrêmement dynamique et c'est vraiment ce marché-là qui tire la croissance. À côté de ça, dans les cloud platforms, évidemment, on a tous les hyperscalers et tous les gens qui fournissent du public IaaS, avec une croissance encore plus importante de presque 25% l'année prochaine et qui pèse déjà 4 milliards sur le marché. Sachant que, évidemment, aujourd'hui, dans la cloudification, comme vous le savez, il y a des gens qui vont plutôt sélectionner des solutions SaaS et aller les consommer directement auprès des éditeurs qui les proposent, ou des gens qui vont construire, développer leurs propres applications cloud natives en utilisant l'hyperscaler, ou en tout cas moderniser une partie de leurs applications, que ce soit le front-end ou certaines fonctionnalités, voire replatformer certaines applications dans le public cloud. Pour vous donner un petit focus sur le SaaS, on a des dynamiques de croissance différentes en fonction des typologies de logiciels SaaS. Et on voit que les deux segments qui croissent le plus vite aujourd'hui dans le SaaS, c'est tout ce qui tourne autour du middleware et des infrastructures, des services d'infrastructure. Et on va retrouver là-dedans des logiciels d'ITSM comme ServiceNow. Et aussi tout ce qui est applications très spécifiques à des industries. On voit que toutes les applications qui sont très verticalisées, soit par secteur, soit par fonctionnalité ou fonction de l'entreprise, sont les applications qui croissent le plus vite dans le marché du SaaS. Si on regarde maintenant les aspects qualitatifs, c'est assez important de voir quelles sont les priorités d'investissement des DSI. Donc nous, on fait des enquêtes auprès des clients finaux assez régulièrement, et donc ça nous permet d'avoir une bonne visibilité, une bonne quantification et qualification de la demande. Donc ce qu'on voit, c'est que les DSI et en gros les investissements qui sont faits dans l'entreprise sont plutôt faits au profit des applications qui sont très orientées clients et qui vont en gros optimiser l'expérience client ou l'expérience utilisateur ou l'expérience consommateur. Donc tout ce qui peut concourir évidemment à aider les entreprises à fidéliser leur clientèle ou à gagner des parts de marché ou à offrir une expérience un peu personnalisée sont des applications qui sont favorisées. On voit aussi, il y a aussi beaucoup d'investissements qui sont faits dans ce qu'on appelle la digitalisation de l'interne des entreprises, donc tout ce qui va concourir à optimiser l'efficacité des entreprises. Donc on va retrouver là tout ce qui va permettre de digitaliser des process internes de l'entreprise et notamment du back-office, de la supply chain, des achats, la dématérialisation des factures, ce genre de choses. Nouveau sujet aussi qui est quand même qui commence à devenir important, c'est évidemment la prise en compte de la réduction de l'empreinte carbone et donc tout ce qui va concourir à mieux gérer cette empreinte carbone et surtout à suivre finalement cette réduction de l'empreinte carbone et aussi toutes les technologies qui vont permettre finalement de se transformer et d'être un peu plus enclin à tenir son objectif d'être neutre en empreinte carbone. Donc ça, c'est les grandes priorités qu'on voit dans nos enquêtes. Cependant, ils rencontrent souvent des difficultés. Déjà, c'est suivre la vitesse, d'apporter la vitesse attendue face à la digitalisation. Donc, évidemment, transformer des systèmes d'information, transformer des business models, ça oblige beaucoup d'adaptation. Et c'est parfois compliqué à mener. Il faut souvent changer la culture de l'entreprise, l'organisation. Et parfois, on voit que l'aspect vitesse est un enjeu important pour cette digitalisation. L'autre problématique que les clients rencontrent et qui nous disent dans les enquêtes, vous regarderez les chiffres qui sont mis à côté, c'est comment je m'occupe de mon legacy, j'ai plein d'applications existantes et comment je fais moderniser, évoluer ce legacy pour pouvoir offrir une expérience client moderne et optimale, notamment dans toutes ces applications qui sont très orientées customer. Enfin, évidemment, autour de ça, plus on se digitalise, plus on digitalise les process de l'entreprise clés, plus finalement on crée une dépendance vis-à-vis de l'IT, et donc on fait monter le niveau de risque, et donc il y a tout le sujet autour de la protection des assets et de la sécurité. Donc évidemment, plus on repose sur des systèmes d'information, plus ils sont critiques et plus la disponibilité de ces applications est importante. Il faut aussi en protéger les données de panne, d'erreurs humaines, mais aussi d'attaques qui peuvent survenir. Vous avez vu qu'il y a pléthore, il y a une recrudescence d'attaques et donc il faut faire parer à ça et pouvoir réagir à ça de manière favorable. Et parfois d'ailleurs, c'est un des critères qui pousse certains clients à l'adoption du SaaS, puisque de cette manière-là, ils sont capables de déléguer ce risque à l'éditeur ou au prestataire qui propose la solution. Enfin, il y a plein de sujets réglementaires aussi qui rentrent en ligne de compte, donc il faut
il faut aussi protéger ses assets. Et ces assets, c'est aussi de rester compliant avec un certain nombre de réglementations. Et donc, il faut suivre ça, et on en a de plus en plus qui s'imposent, et ça oblige aussi les entreprises parfois de choisir des solutions logicielles qui intègrent d'emblée tous ces aspects réglementaires, ou des clouds qui tiennent compte de ces réglementations, et donc de se faciliter la vie puisqu'ils n'ont pas le parcours à faire par eux-mêmes. Donc, ce qui est intéressant, c'est que dans ce mouvement SaaS, justement, puisqu'on voit que le SaaS quand même est au centre un petit peu de l'attention, et ça intéresse forcément les éditeurs, on voit que 67% des DSI utilisent le cloud aujourd'hui, et que dans cette utilisation du cloud, on voit que le SaaS est fortement représenté, puisque 69% déclarent utiliser des solutions en SaaS. Ça ne veut pas dire qu'ils utilisent que ça, mais en tout cas, ils sont 69% à déclarer qu'ils utilisent du SaaS. Donc ça, c'est assez intéressant. On voit aussi que le PaaS n'est pas en reste, puisqu'il représente aujourd'hui 36% des répondants. Ça veut dire que quand même aujourd'hui les clients sont souvent passés à un modèle où ils sont capables de développer maintenant sur des plateformes cloud, et donc sortir un petit peu des approches de développement traditionnelles pour moderniser leurs propres applications, voire en développer des nouveaux services qui vont se greffer souvent, s'intégrer à des plateformes SaaS. Ça, c'est des études, ça, c'est des éléments qu'on a récupérés, puisque comme vous le savez, on fait la conjoncture, l'observatoire de conjoncture de Numéum, donc on fait des enquêtes tous les semestres auprès des DSI, auprès des éditeurs, auprès des ESN, et donc ça nous permet d'avoir des indicateurs et de les suivre. Enfin, le SaaS reste un moteur de la croissance, donc on voit que la part du SaaS sur les 3 derniers mois qu'ont déclaré finalement les éditeurs reste très importante, plus d'un moitié des nouveaux projets qui sont signés en SaaS. Et on voit que finalement pour 55%, ça représente des nouveaux clients. Pour 19%, ils étendent finalement un existant chez leurs clients en rajoutant des modules, des fonctionnalités. Et parfois, pour 14%, c'est des migrations de solutions qui existaient on-premise, qu'on fait migrer vers le SaaS. Donc finalement, on voit quand même que l'adoption des nouveaux clients se fait principalement sur le monde SaaS. Et donc, la bonne nouvelle, c'est que les nouveaux clients sont au rendez-vous la plupart du temps. C'est plus simple, évidemment, quand on est full SaaS, de gagner des nouveaux clients. Le SaaS aussi apporte des nouveaux revenus récurrents, ce qui est toujours appréciable, évidemment, quand on mène un exercice. C'est toujours plus simple d'avoir ce revenu récurrent en début d'année fiscale. Et puis enfin, évidemment, ce business model du SaaS intéresse beaucoup les fonds également, qui investissent de plus en plus sur le marché de l'édition du logiciel, en valorisant évidemment tout ce qui est revenus récurrents, capacité justement d'être un peu prédictif sur la croissance, avec un rationnel associé, d'avoir un modèle scalable, et surtout de dégager un EBITDA intéressant. Donc il y a aussi pas mal d'effervescence autour du M&A et de l'investissement dans le monde du logiciel, que ce soit des investissements initiaux ou des build-up. Alors, est-ce que les éditeurs en 2022 seront confiants? On disait tout à l'heure qu'il y avait des incertitudes sur l'économie, mais finalement, on voit qu'il y a une certaine confiance du monde de l'édition du logiciel, en France en tout cas. Donc la plupart au premier semestre déclaraient qu'ils étaient assez confiants sur le fait de faire la croissance. Ils sont 83% à déclarer qu'ils étaient dans une perspective de croissance, 12% seulement qui disaient que ils allaient faire un revenu qui est relativement stable, et que 5% finalement des éditeurs qui déclarent, interrogés, qui déclarent qu'ils prévoient un petit recul sur le deuxième semestre. Et on voit que dans ces répondants, on voit que 95% déclarent avoir une offre SaaS. Alors évidemment, il y a plein de modèles de SaaS différents, comme vous le savez, il y a des vrais modèles SaaS, puis il y a des SaaS un petit peu Canada Dry, mais globalement tout le monde offre une optique SaaS, c'est-à-dire avec une souscription, une facturation mensuelle, souvent à l'usage, et avec une relative automatisation dans l'accès à ces applications et aux services qui sont offerts autour de la plateforme. Quel levier de croissance chez les éditeurs? Quand on les interroge, ils nous parlent de 3 sujets très importants. Les principaux leviers de croissance, évidemment, c'est d'ouvrir des nouveaux clients, donc ce qui pose la question évidemment de la conquête, comment je me rends plus visible, comment je prends des parts de marché, comment j'ai une offre compétitive, comment je valorise ma proposition de valeur, comment je me différencie, donc tout ce qui veut concourir à gagner des nouveaux clients.
On voit aussi qu'ils essayent évidemment de travailler leur base installée. Travailler base installée, c'est évidemment pouvoir offrir des nouvelles fonctionnalités, être capable finalement de proposer de nouvelles choses, accompagner le client aussi sur la transformation peut-être d'autres process qui ne sont pas digitalisés. Donc c'est vraiment d'apporter, d'étendre son périmètre sur là où on est présent. Et parfois de développer des nouvelles offres ou des nouveaux marchés, hein, puisqu'il y a beaucoup de volonté d'aller à l'international, notamment dans les pays limitrophes. Donc, ils vont chercher à se diversifier, de sortir un petit peu de leur marché traditionnel pour aller chercher soit des nouveaux marchés en proposant des nouvelles offres, ça peut passer par des acquisitions, ou aller chercher carrément des nouveaux marchés qui ne sont pas forcément très bien adressés dans d'autres pays, notamment en Europe du Sud. Alors, quelques recommandations vite fait, et après je passerai la main. Je vois que le temps passe. Donc, si j'avais un conseil, c'est vraiment être dans l'obsession client. On voit que les éditeurs qui sont très customer-centric, qui intègrent leurs clients dans la réflexion, dans la stratégie, dans la construction de leur roadmap, dans le portefeuille de services qu'il faut leur proposer, qui réfléchissent verticalisation, qui permettent aux sociétés aussi de gérer plus facilement tous les aspects de réglementation, ont plus de chances finalement de remporter les consultations. Ceux qui réussissent aussi sont ceux qui ont compris qu'aujourd'hui les ventes se font en mode écosystème, hein, donc des gens qui vont associer dans le succès client tout un écosystème de partenaires qui peuvent être des partenaires technologiques, qui peuvent être des autres éditeurs avec lesquels ils s'intègrent, notamment des gens qui ont des fonctionnalités très très verticales qui vont s'intégrer à des ERP existants, des gens qui vont aussi développer des approches multicanales, des gens qui vont travailler à la fois en mode direct et en mode indirect avec un réseau d'influenceurs ou des partenaires agréés ou des ESN qui vont être capables finalement d'accompagner les clients dans toutes les phases de consulting, implémentation et managed services. Donc ça, c'est extrêmement important, cet aspect écosystème. Et enfin, on ne peut que vous inciter aussi à avoir des stratégies ciblées. Ça veut dire quoi? C'est déjà réfléchir à une stratégie, la clarifier, bien comprendre les marchés sur lesquels vous évoluez, bien comprendre la compétition et trouver finalement les axes de différenciation qui vont vous permettre finalement de mener votre croissance organique avec évidemment le go-to-market adapté et renforcé, hein, s'il est un peu faible et s'il est, par exemple, il n'intègre pas de partenaires. Et aussi, parfois avoir recours à de la croissance externe pour accélérer votre développement, puisque parfois c'est plus simple de faire une acquisition pour s'implanter dans un nouveau pays ou pour développer son offre. Parfois c'est plus simple finalement de faire cette consolidation que de faire le parcours par soi-même. Voilà, j'en ai fini pour ma partie. Je passe la main à mon ami Laurent. Vas-y Laurent, à toi de jouer. Merci Vincent. Alors, je vais vérifier que j'ai bien la main sur les slides avec mes petites flèches. Ouais, bah écoute, faut que le système se réveille. Voilà, bon. Alors, merci Vincent pour cette belle introduction et dans laquelle tu as déjà quand même pas mal parlé de go-to-market, donc c'est bien parce que ça introduit bien le sujet. Effectivement, c'est important parce qu'on a vu, hein, tu le rappelles, 10% de croissance attendue l'année prochaine dans le monde de l'édition. Je crois que dans le monde, c'est 13 d'ailleurs, donc les États-Unis, l'Asie, très en vogue. Alors, je voudrais commencer par présenter rapidement notre cabinet. Alors, j'ai un petit temps de lag. Voilà. Notre cabinet, alors Isline Conseil est une société de conseil fondée il y a 15 ans déjà. Nous travaillons sur des sujets de stratégie, d'organisation de nos clients dans un contexte de transformation digitale. Et c'est parce que justement, on comprend bien les besoins de nos clients, la manière dont ils achètent de la technologie, la manière dont ils la déploient, que nous avons développé une offre de go-to-market des éditeurs, puisque nos clients sont les leurs, et ça nous permet d'avoir des conseils pertinents à leur donner sur la meilleure manière d'organiser leur force de vente. Alors, pourquoi le go-to-market? Alors, excusez-moi de l'interruption, mais il y a un peu de temps. Voilà. Pourquoi le go-to-market est un sujet important pour les éditeurs? En fait, pour le comprendre, il faut revenir au cycle d'adoption des technologies et les stades de développement des offres de ces éditeurs. Alors, on s'inspire d'un modèle qui est assez connu, c'est le modèle de Geoffrey Moore, que j'ai un peu simplifié ici. Plutôt que 5 étapes, j'en ai mis que 4.
Dans ce modèle, on distingue plusieurs phases de maturité, plusieurs natures de clients. La première nature, ce sont les clients précurseurs qui recherchent des avantages concurrentiels, qui veulent investir dans la tech, qui sont des techies pour certains d'entre eux. Le deuxième segment de clients, ce sont les pragmatiques. Ce sont les clients qui veulent saisir un avantage concurrentiel, mais ne veulent pas payer les pots cassés. Ils veulent des solutions qui marchent, mais par contre, ils restent assez précoces. Donc, c'est ce qu'on appelle la majorité précoce. Suivent les clients qui sont des conservateurs, qui, eux, bougent vers le monde de la tech parce qu'il faut le faire, parce que tous les compétiteurs l'ont fait, et s'ils ne le font pas, ils vont prendre du retard. Ensuite, il y a les clients qui sont plutôt des retardataires, des sceptiques. Ce sont des gens qui ne sont jamais convaincus par la technologie, qui n'aiment pas particulièrement ça et qui le font vraiment en tout dernier. Face à ça, les éditeurs, les fournisseurs de solutions sont en mode création. Et en fait, c'est plutôt l'inverse. C'est parce qu'ils sont en mode de création qu'il y a des clients qui sont plutôt précoces. Ils sont en mode de croissance pour la phase de la majorité précoce. Ils passent en phase de rationalisation quand il s'agit de convaincre les clients qui sont plutôt tardifs. Et enfin, quand ils sont en phase de maturation et de maintenance des clients existants, c'est là qu'on voit tous les retardataires arriver. Et durant ces phases d'adoption de marché, les fabricants, les éditeurs ont différents objectifs. Quand on est en phase de création, les éditeurs veulent acquérir des clients avant tout. Quand on est en phase de croissance, il faut développer un marché. Là, on est et le créer. Une fois que le marché est créé, on rentre en phase de rationalisation, parce que l'objectif, c'est de gagner des parts de marché sur des marchés existants. Et enfin, quand les marchés sont très mûrs, la priorité, l'objectif, c'est de maintenir les positions et d'entretenir les relations existantes. Et pour répondre à ces différents objectifs, les éditeurs ont des priorités. Les éditeurs qui sont en phase de création et qui veulent chasser des nouveaux clients sont des designers. Leur objectif, c'est d'avoir une roadmap produit qui corresponde à un besoin marché. Leur job, à ce moment-là, c'est de comprendre au fur et à mesure des essais qu'ils font et des clients qu'ils parviennent à acquérir, à créer une roadmap produit qui corresponde à un besoin marché. Et c'est à ce moment-là que, quand ils ont créé cette roadmap produit et que le marché commence à prendre, là, en général, les marchés sont explosifs, des croissances très, très fortes, et les priorités ne sont plus de créer une roadmap produit, bien sûr, c'en est toujours une, mais la priorité devient de commencer à dessiner un go-to-market, c'est-à-dire une organisation de force de vente, de recruter des vendeurs, de recruter des partenaires, d'avoir des forces commerciales qui soient focalisées. Le deuxième objectif qu'on oublie souvent, c'est de retenir des clients. Et c'est d'autant plus vrai que les solutions sont vendues en mode SaaS, parce que comme c'est de l'abonnement, les clients qui ne sont pas convaincus, qui ne sont pas satisfaits, vont avoir tendance à se désabonner. Donc, une des priorités des éditeurs qui vendent du mode SaaS en phase de forte croissance, c'est de retenir les clients, et on verra qu'ils développent des stratégies pour ça, pour les convaincre de rester et garantir l'adoption de leurs solutions. Et enfin, à cette phase du marché qui est en très forte croissance, il faut commencer à contrôler les opérations. Donc, les éditeurs s'équipent d'opérations de vente et commencent à structurer les opérations de manière à contrôler ce qui se fait et commencer à contrôler leurs coûts. À un moment, le marché devient suffisamment mûr, les clients sont convaincus, le marché convoit ce message que la solution apporte de la valeur. Souvent, on voit des compétiteurs arriver. Et on voit les éditeurs qui commencent à rationaliser leurs opérations. Ils vendent de la valeur et ils rationalisent leurs opérations à travers des phases d'industrialisation de leur modèle. Le go-to-market, ils observent les différents modèles qui ont marché dans les pays et ils en conçoivent un modèle cible qu'on voit déployer dans les différents pays. Les opérations deviennent de plus en plus importantes parce que la croissance étant là, les coûts étant devenus importants, il convient de contrôler ce qu'on fait et d'arrêter d'investir de trop en perdant de l'argent, mais de commencer à être très rentable.
La rétention client reste une priorité, mais elle est moins une priorité puisque la phase précédente s'est accompagnée de partenaires qui ont pris le relais et qui vont aussi participer à la rétention client et à l'assurance que les clients voient la valeur, ce dans quoi ils ont investi. À ce moment de l'industrialisation, souvent les éditeurs commencent à diversifier leurs offres et à travailler sur une manière d'étendre leur marché. Ils tirent parti de leur position chez des clients pour étendre leur marché, étendre leurs offres et conquérir de nouveaux marchés. Enfin, quand on arrive en phase de maintenance, là, les éditeurs se focalisent sur l'optimisation des opérations et du go-to-market. Là, il s'agit vraiment d'être le plus efficace possible et d'être le plus profitable possible. Alors, il convient, moi je pense, aujourd'hui, pour vous, de positionner vos offres, votre portefeuille sur le cycle d'adoption du marché. Souvent, les portefeuilles des éditeurs ne sont pas faits d'une solution, mais de plusieurs. Et toutes ces solutions n'ont pas le même niveau de maturité. Donc, c'est important de positionner les différents produits, les différents composants de ces offres sur ces différents segments de marché pour être sûr qu'on met bien en face de ces offres les moyens adéquats. Comprenez vos priorités, vos actions et vos ressources. Comprenez comment cette combinaison correspond aux exigences des étapes du cycle. Est-ce qu'on est en phase de forte croissance ou plutôt en phase de maintenance? Les organisations, les ressources ne vont pas être les mêmes. Et à partir de ça, vous pouvez d'ores et déjà élaborer une organisation qui soit alignée sur les besoins du marché. Alors, je vais vous donner quelques exemples. Donc, je me resitue sur la courbe de Moore et je rappelle les 4 phases: création, acquisition de clients, croissance, développement de marché, rationalisation, gagner des parts de marché, maintenance, maintenir les positions. Quelques exemples d'acteurs. Là, j'exhibe Outmind et MessageBird, qui sont soit des startups, soit des licornes, mais qui sont en phase de création de produits. Donc, leur logique, c'est créer un portefeuille de produits et s'assurer que l'offre correspond à un besoin de marché. Dans le cas de MessageBird, on est juste à ce passage entre la phase de création et la phase de croissance forte. Et donc, MessageBird est une entreprise qui commence à structurer ses forces de vente et son go-to-market. Prenons Arras, qui est un éditeur de solutions PLM en mode SaaS, une entreprise très innovante qui a commencé à mettre sur le marché ses offres dès 2012 ou 2013. Arras a passé le cap du portefeuille produit qui correspond à un marché. La preuve est faite que les solutions SaaS dans le monde PLM ont un sens et Arras commence à se structurer autour de forces de vente et à développer des partenariats avec des entreprises de services qui positionnent l'offre d'Arras dans une démarche de transformation. Un autre exemple, c'est VMware. En 2012, VMware avait prouvé le bien fondé de la virtualisation des serveurs et des data centers et du stockage et du réseau. Et pour lutter contre la concurrence qui commençait à arriver, puisque le marché avait prouvé qu'il existait et qu'il y avait une valeur à ces solutions, a commencé à développer des offres de vente de valeur en s'équipant d'organisations de conseil qu'on appelait Advisory Services, qui sont des forces de conseil internes qui positionnent les offres de VMware dans une démarche de transformation des data centers et de l'organisation informatique de leurs clients. Et c'est ce qui permet à ces éditeurs, comme vous le voyez ici en 2022, VMware, qui est dans une phase de rationalisation et dont l'objectif est de gagner des parts de marché sur des marchés déjà mûrs et bien établis. Un autre exemple, SAP S/4HANA, qui s'appuie sur ses compétences de value engineering pour vendre la valeur de la solution S/4HANA. Un autre exemple, Vincent, je crois que tu m'as pris la main. Ah non. Non, ben, mon ordinateur est pour plus voir. Un autre exemple, ServiceNow que tu as cité tout à l'heure, Vincent, qui est en phase de rationalisation et qui, lui, profite de ses positions chez les clients pour étendre son marché vers de nouvelles offres.
Vous savez tous que ServiceNow est un spécialiste des solutions ITSM en mode SaaS. ServiceNow, en fait, a créé une plateforme qui permet de faire de l'IT. Entités, développe des partenariats forts et à très haut niveau, hein, c'est au niveau du CEO que ça se décide, avec des entreprises de conseil qui sont des consultants et des intégrateurs système, comme Accenture, Capgemini, des acteurs de cette nature. Enfin, en phase de maintenance, ben, on peut citer Citrix, Computer Associates à l'époque où ils n'étaient pas encore rachetés par Broadcom, les solutions CATIA d'Assosystem, qui sont des solutions très éprouvées depuis plus de 20 ans, SAP ECC. Et puis enfin, je voudrais préciser que, comme je vous le disais tout à l'heure, les positionnements des éditeurs dépendent de leurs offres. Si j'exhibe Dassosystem a un portefeuille de solutions très large qui positionne ces différentes offres, soit sur le segment forte croissance, soit sur la rationalisation ou la maintenance. Alors, on l'a vu précédemment, le go-to-market, dans 3 de ces 4 phases, est un composant essentiel à la performance des éditeurs. Alors, comment est-ce qu'on crée un go-to-market et quel levier on peut utiliser pour ajuster ce go-to-market aux besoins? Pour répondre à cette question, il faut toujours prendre un peu de recul. Et ce que je vais vous montrer va vous sembler trivial, ça l'est, c'est évident, mais je ne l'ai jamais vu vraiment appliqué. Parce que les éditeurs sont toujours un peu la tête dans le guidon en train d'essayer de vendre. Et à force de se concentrer sur le court terme, on en oublie parfois de prendre un peu de recul et de réfléchir à exactement ce qu'on fait. Alors, prendre un peu de recul, c'est se poser la question de pourquoi les clients achètent. Ça va permettre de définir ce qu'ils vont acheter et ensuite la manière de le vendre. Pourquoi les clients achètent? Ça dépend de ce qu'ils achètent. Ils peuvent avoir besoin d'une simple fonctionnalité. C'est le carré du bas. Je pense à un antivirus, par exemple. C'est un produit. On achète un produit et on a besoin de ce service. Ils peuvent aussi chercher à améliorer les opérations. Là, je pense plus à des solutions comme les ERP qui vont prendre des processus existants, les numériser, les automatiser et générer des économies puisqu'on remplace des opérations manuelles par des opérations numériques. Il peut y avoir aussi des besoins de transformation des opérations. C'est-à-dire qu'on reprend les mêmes process, on les exécute de la même manière, mais on rajoute des couches d'intelligence qui vont permettre de rendre ces process encore plus efficients. Je pense par exemple aux solutions de jumeaux numériques qui finalement prennent l'existant, en créent une réplication dans le cloud et l'optimisent en temps réel compte tenu de ce qui se passe vraiment sur le terrain et redonnent des ordres sur le terrain pour prendre en compte toutes les variables qu'il peut y avoir. Ça, c'est de la transformation d'opérations parce qu'on rend les opérations de plus en plus efficaces. Enfin, on peut avoir des besoins de transformation de business model. Par exemple, des gens qui s'intéressent à la vente de product as a service, la servicisation des produits. Ça, c'est une question de transformation de business model parce qu'on ne vend plus un produit, on vend un service. Ça veut dire qu'on vend une relation à un client sur 10, 20 ou 30 ans. Par exemple, je prends l'exemple des moteurs d'avion de Rolls-Royce. Rolls-Royce ne vend plus des moteurs d'avion comme des produits, mais ils vendent du moteur d'avion à l'heure de vol sur des contrats pluriannuels. Ça nécessite d'avoir un pricing différent, d'avoir des opérations qui sont différentes, d'avoir une gestion des contrats qui est différente et d'avoir des équipes de service qui peuvent remplir les contrats qui sont promis. Alors, en fonction de la raison pour laquelle le client a besoin d'une solution, on va pouvoir définir ce qu'ils achètent. Alors, soit on achète un produit et dans ce cas-là, la question est j'installe ou j'intègre et comment je fais. Soit j'achète une transformation de processus. Dans ce cas-là, il faut peut-être que je commence à réfléchir à une transformation de ces processus et à une gestion du changement, puisque je vais peut-être modifier la manière dont ces processus sont exécutés.
soit j'achète carrément ou j'ai besoin d'une transformation de mon business model. Et dans ce cas-là, en plus des problèmes, des questions de déploiement, d'intégration de la technologie qui va servir mon business model, j'ai besoin de penser à des organisations, des process et une stratégie et un programme d'accompagnement et peut-être même un programme de mesure de la valeur. Et c'est bien ce que les clients achètent qui va guider la manière dont je vais répondre à leurs besoins. Et donc, la manière de vendre dépend de la stratégie qui a guidé les choses que les clients vont acheter. Alors, le comment vendre, c'est ça le go-to-market. Ce sont des propositions de valeur qui répondent aux besoins de manière exacte et précise. Ce sont des canaux de vente. Ce sont des partenariats et des alliances. Vincent a insisté sur le fait que les alliances et les partenariats, l'écosystème de vente devient de plus important. C'est parce que la vente de valeur devient de plus en plus importante dans la vente des solutions des éditeurs sur les marchés. L'organisation des forces de vente, qui dépend des propositions de valeur, des canaux de vente et des partenaires avec lesquels les éditeurs travaillent. Et enfin, le modèle de service fait partie du go-to-market parce que introduire des partenaires dans un écosystème de vente, c'est aussi poser la question de qui fait quoi en termes de service. Et évidemment, ces considérations sont modulées par des considérations de maturité des produits et de tendance des marchés, et elles sont modulées également par des considérations économiques, parce qu'on a beau vouloir vendre au plus grand nombre de clients possible, il y a des clients qui sont plus ou moins rentables, des coûts de vente qui sont plus ou moins élevés, donc il faut prendre en compte des considérations économiques pour dessiner mon modèle de vente, et notamment le besoin que j'ai de m'appuyer sur des partenaires et des canaux de vente. Des questions que vous pourriez vous poser sont les suivantes. Est-ce que la vision que vous avez de vos solutions, elle porte sur des produits, elle porte sur des solutions, donc une résolution de problème, ou est-ce qu'elle porte sur une promesse de résultat, un retour sur investissement, une augmentation de la prise de commande de vos propres clients, une réduction de leurs coûts? Quelle est cette vision? Et est-ce que les produits que vous vendez, les solutions, est-ce que vous vendez des produits, des solutions ou des résultats? Compte tenu de cette vision, est-ce que vous êtes sûr de vendre la bonne promesse au marché? Et si ce n'est pas le cas, qu'est-ce que vous pourriez faire pour vendre une vision et vendre des produits et des solutions qui correspondent à cette vision? Ça, c'est une des questions fondamentales du go-to-market. Vendre des propositions de valeur augmente la taille des contrats. Ce n'est pas une vue de l'esprit. Moi, je l'ai vécu. J'ai vu des cas dans lesquels transformer la vente d'un produit en une vente de propositions de valeur a été capable de multiplier par 5 la taille du deal, et je parle du deal de logiciel. Positionner les solutions en tant qu'élément d'une transformation digitale, ça permet de se focaliser sur la valeur et non plus sur le coût, et donc d'augmenter la taille de vos deals. Quelques exemples de propositions de valeur. À gauche, on voit la transformation d'un provider de service, d'un fournisseur de services qui s'est transformé dans le passé à base de solutions de virtualisation. Pour travailler sur ce deal, on a non seulement étudié les contraintes techniques et la faisabilité technologique de la chose, mais on a repositionné cette transformation dans un business case qui démontrait la valeur et le retour sur investissement et le point de retour de cette transformation. À droite, vous voyez une offre qui est portée par les ingénieurs de valeur, les value engineers, qui permettent de repositionner une offre technique en tant qu'élément d'une transformation de l'organisation d'une DSI. Les partenariats adéquats améliorent nettement la performance des ventes. De la même manière, on a observé que quand les partenariats sont focalisés, qu'on a les bons partenaires
et qu'on les gère correctement avec une relation pérenne, durable, de confiance et qui est mesurée, la contribution de ces partenaires sur 3 ans a pu tripler dans le business direct de certains éditeurs. Travailler de la stratégie jusqu'à la mise en œuvre, ça permet de vendre la valeur aux clients, ça permet de motiver les partenaires, ça permet de donner du sens pour les partenaires à la solution technique qu'on vend et ça transforme ces partenaires en des moteurs de business dev pour les éditeurs. Et c'est ce qui peut tripler la contribution de ces partenaires dans la performance des ventes, ici dans la performance du business direct. Enfin, un autre exemple, oui, les partenaires. Alors, quelque chose d'important à ne pas oublier, c'est que les partenariats montent de plus en plus dans la chaîne de valeur aujourd'hui des éditeurs. Il ne s'agit plus simplement d'avoir des partenariats qui sont des partenariats de déploiement de solutions. De plus en plus, on voit des partenariats apparaître en amont des phases d'achat. Je pense à la récente annonce de SAP et McKinsey qui date de cette année, qui offre une solution de transformation à leurs propres clients et d'optimisation de leurs opérations. McKinsey faisant l'amont et l'aval, SAP offrant les solutions techniques. BCG et SAP font pareil. On peut parler de Capgemini, de Dassault Systèmes ou de Deloitte et de Siemens sur les offres de PLM et de transformation vers l'industrie du futur. On peut parler aussi de Accenture et ServiceNow qui ont créé un business group dont l'objectif n'est pas que de faire de l'ITSM, mais bel et bien de transformer les organisations de ressources humaines et les processus de ressources humaines au sein des entreprises qui sont leurs clients, ou alors même de transformer les processus financiers de clôture de fin de mois. Ces processus prennent souvent beaucoup de temps aux forces de finance. L'automatisation et la numérisation de ces processus sur base de la plateforme de ServiceNow permet des gains substantiels en temps. Et c'est une des offres que portent ces consultants intégrateurs système avec ServiceNow. Alors, des exemples de partenariats stratégiques. À gauche, un partenariat sur lequel nous avons travaillé qui consiste à aligner les objectifs des consultants intégrateurs système avec les objectifs d'un éditeur. Confirmation d'objectifs stratégiques, alignement de compétences et de capacités sur ces objectifs, planification et plan de déploiement de ces partenariats. Et à droite, un exemple de stratégie et d'alliance stratégique en action chez un grand éditeur de solutions de PLM. L'alliance avec Deloitte et Tata Systems a permis de positionner l'offre de PLM comme un élément d'une transformation métier d'un fournisseur de produits de santé. Alors, ce sont des projets qui sont assez longs, hein, ça prend 18 mois de planification et de vente en interne, et puis 15 mois de déploiement, mais on voit bien ici l'importance de l'écosystème dans lequel le consultant travaille sur la stratégie, la solution de sélection, la sélection de la solution et sur le détail des business process et des organisations à mettre en œuvre. L'éditeur travaille sur l'architecture de la solution et des développements spécifiques nécessaires à la mise en œuvre des spécificités des clients. Et Tata Consulting, le système intégrateur qui propose une couverture mondiale, des prix attractifs pour déployer les solutions, les configurer, le PMO et le change management étant assurés par les consultants en stratégie qu'est Deloitte. Alors, un autre élément qui est très important dans le go-to-market, c'est la rationalisation de la couverture des marchés et la rationalisation des organisations de force de vente. Cette rationalisation se fait à base d'éléments chiffrés et quand on travaille correctement sur ces sujets, on est capable d'augmenter la productivité des organisations commerciales de facteurs extrêmement sensibles, 40%. Ces standardisations des méthodes qui sont diffusées
aux différentes entités géographiques de l'éditeur à base de concepts comme le coût des ventes, le ratio des coûts des ventes, qui aligne des objectifs de vente sur des moyens que l'éditeur peut investir dans les forces de vente et qui lui permettent de guider le choix des clients qu'il va couvrir. Donc, c'est une approche rationnelle qui fait que les débats sont dépassionnés et qui fait que les modèles peuvent être répliqués d'un pays à l'autre. Ça permet de choisir les bons comptes, de s'assurer que les forces de vente sont focalisées sur les comptes qui vont être les plus prometteurs. Ça permet aussi de savoir quels comptes vont être couverts en direct, quels comptes vont être couverts par un canal de distribution. Des actions à mener sur ces sujets. Évaluez votre couverture du marché. Est-ce que vous êtes sûr de chasser les bons comptes? Pour ça, il faut une série d'informations, de chiffres qui vous permettent d'évaluer le potentiel des gros comptes et des comptes moyens pour vous assurer que vous avez soit une part de marché, une share of wallet sur ces comptes qui est suffisante ou insuffisante et qui va vous permettre de focaliser vos efforts sur ces nouveaux comptes. Une fois que vous avez choisi les bons comptes sur lesquels vous pourrez faire de la croissance, posez-vous la question de savoir si votre organisation commerciale se focalise bien sur ces comptes. Ça peut mener à des projets importants de transformation de la couverture des marchés par les forces de vente, mais c'est généralement très rentable. Et une fois qu'on a fait cet alignement entre les gros comptes à chasser, les moyens comptes à chasser et les forces de vente et l'organisation des forces de vente que j'ai, posez-vous la question de savoir si les objectifs des forces de vente sont bien alignés sur le potentiel du marché. Ces trois étapes, qui sont des étapes rationnelles et de calcul, généralement mettent en évidence des problèmes, des opportunités d'optimisation qui elles-mêmes sont fortement porteuses de valeur. Les 40% dont je vous ai parlé tout à l'heure viennent de là. Alors, pour répondre à ces questions, ici n'est pas qu'on développait un partenariat. Je parle avec Vincent, hein, c'est quelque chose qu'on a construit ensemble, qui nous permet justement de travailler avec vous et de vous proposer des services qui vous permettront d'aligner vos ressources sur les tendances du marché et sur le potentiel du marché. Islin travaille plutôt sur les stratégies d'entreprise. Une fois que, pour définir les stratégies d'entreprise, on a besoin de chiffres et de données qualitatives des marchés. Et là, quantitatives. Et quantitatives, hein. Par exemple, tu parlais de la sélection des comptes. Typiquement, nous, on produit le top 90 des dépenses IT, des budgets IT en France. Donc, on prend la liste des comptes, on donne les budgets et leur ventilation en service, en software, en dépenses internes. Donc, tout ça, ça permet évidemment d'avoir des indicateurs pour sélectionner, par exemple, les meilleurs comptes. Ouais. C'est ce que je voulais dire sur chiffres. Effectivement, c'est une combinaison de tendances, donc analyse qualitative et quantitative, les chiffres, la valeur de marché, les segmentations et comme tu le disais, les budgets par client. Et effectivement, moi, c'est comme ça que j'avais travaillé dans le passé pour définir les comptes cibles et aligner les organisations en face. Islin travaille sur des sujets de stratégie et de marketing opérationnel et sur des designs de go-to-market. Et une fois qu'on a défini les partenaires avec lesquels on va travailler, les propositions de valeur qu'on va pousser, les organisations de force de vente avec la taille de ces organisations de force de vente qui dépend du potentiel de marché, l'alignement des services est un sujet qu'il ne faut surtout pas négliger parce que introduire des partenaires, c'est justement réclamer une coordination des services de l'éditeur avec ceux du partenaire. Sur tous ces sujets, PAC et Islin sont capables de vous accompagner. C'est pour ça qu'on crée ce partenariat, puisque ce que nous faisons, PAC ne le fait pas toujours, et ce que PAC fait, nous ne le faisons pas. Et enfin, notre offre, c'est des services qui sont à la carte, pragmatiques. Tous les éditeurs n'ont pas tous les mêmes besoins. Ça dépend de la maturité de leur marché, ces besoins dépendent de leur maturité propre.
Est-ce que les éditeurs ont besoin, est-ce que vous aurez besoin d'une analyse, enfin d'un business plan, ou est-ce que vous aurez besoin plutôt de travailler sur la mise en œuvre d'opérations de vente, ou est-ce que vous aurez besoin plutôt d'aligner vos services professionnels selon l'endroit où vous en êtes et les besoins que vous avez, nous saurons vous accompagner. Voilà, alors on arrive à la session des questions-réponses. Je vais regarder si on en a quelques-unes. Où est-ce que je vois ça? Question. L'onglet Voilà. question. Oui, donc productivité des forces de vente. Je vois quelque chose, ouais, sur 40%. D'où viennent ces 40%? Alors, ça, c'est un projet sur lequel on a travaillé. Alors, la productivité des forces de vente venait justement de l'analyse dont parlait Vincent. Connaître précisément les budgets IT des clients, par client, et par nature de solutions qui sont vendues à ces clients, ça permet d'identifier les clients chez lesquels on est présent et chez lesquels on n'est pas assez présent, compte tenu du potentiel qu'ils présentent. Donc, ça permet de définir cette cible. Ça permet alors d'aligner les forces de vente que j'ai sur ce potentiel. En général, enfin, moi, ce que j'ai observé, c'est que sur un plan de transformation dont le déploiement a pris 2 ou 3 ans, l'augmentation du revenu a été de 25% sur 3 ans. Et en même temps, comme on a optimisé la couverture, on a pu réduire les coûts de vente de 15%. Donc les 40% sont cette combinaison de 25 et de 15. Ce qui nous arrive de faire aussi, nous, c'est on fait des analyses sur les comptes, notamment le positionnement de concurrents. On essaie de déterminer finalement là où il y a des nouvelles opportunités à saisir en fonction de cette cartographie des éditeurs en présence chez un client, d'être capable de déterminer donc justement ce qu'on disait tout à l'heure, c'est comment j'augmente mon panier moyen chez un client, comment j'augmente ma base installée en trouvant des nouvelles opportunités qui peuvent être par exemple le déploiement de nouvelles fonctionnalités chez le client, ou d'aller étendre tout simplement le nombre d'utilisateurs qui utilisent une solution chez un client. Je voyais peut-être une question sur l'aspect channel, comment on s'y prend. Donc nous on est capable d'accompagner finalement, et on le fait assez souvent sur les éditeurs, on est capable de prendre des critères de ciblage de partenaires. Donc on va essayer de rentrer dans la stratégie des éditeurs, de bien comprendre finalement les enjeux, quelles sont la typologie idéale du partenaire, et on est capable à partir de ces critères-là de faire des recherches. On est un cabinet d'analyse de marché, donc on a beaucoup de bases de données sur les sociétés, et notamment les sociétés de services, puisque c'est notre marché le plus étudié dans le cadre de notre programme de recherche. Et donc, on a beaucoup de bases d'informations sur les intégrateurs, sur les sociétés de conseil, sur les sociétés de services, les ESN. Et donc, à partir de ces critères-là, on est capable assez rapidement de pouvoir faire une sélection finalement de partenaires potentiels, de les qualifier, de les scorer, et donc de permettre à un éditeur finalement d'aller et parfois on agit même dans la mise en relation, d'aller finalement promouvoir sa proposition de valeur pour essayer d'étendre son écosystème. Et on voit en ce moment, il y a beaucoup de demandes sur j'ai déjà un écosystème de partenaires, mais finalement le marché évolue, il me faut de nouveaux types de partenaires, des partenaires qui sont capables d'être un peu plus dans le conseil métier, un peu plus dans la transformation, ou d'être capable d'apporter finalement un portefeuille de services beaucoup plus end-to-end. Et donc là-dessus, nous, on est capable d'accompagner les éditeurs, et on a beaucoup de demandes là-dessus en ce moment. Ouais, et c'est bien en ça aussi que le partenariat qu'on monte est utile, parce que le choix des partenaires nécessite effectivement l'accès à ces bases et la connaissance de l'écosystème de partenaires qui existe sur le marché, mais nécessite avant tout de choisir les bons partenaires. Le choix des bons partenaires dépend des propositions de valeur. Il faut une analyse stratégique. Oui, tout à fait. Et c'est pour ça que c'est une combinaison très utile et pertinente. Comment s'y prendre? C'est un peu ce que je disais dans la dernière slide, je suis passé très vite dessus. Tout dépend de là où on en est. En fait, une bonne pratique, c'est nous, on est disponible avec Vincent pour mener des entretiens et des conversations, pour estimer avec vous le besoin que vous avez précisément.
Est-ce que c'est un besoin de repenser des propositions de valeur? Est-ce que c'est un besoin qui est, je sais ce que je veux faire et je sais quelle typologie de partenaires il faut que je choisisse, mais je ne sais pas lesquels choisir, je ne les connais pas. Est-ce que j'ai la bonne taille de force de vente? Dans ce cas-là, on réfléchira au business plan et puis on essaiera de comprendre si le business plan est cohérent avec les tendances du marché et l'analyse quantitative du marché et les prévisions qu'il y a. Voilà une manière de s'y prendre, c'est d'abord de se rencontrer et de discuter ensemble de là où vous en êtes, de là où vous voulez aller et des raisons pour lesquelles vous vous posez des questions et ce qui vous manque. Donc, il n'y a pas de réponse particulière à ça, si ce n'est que de vous dire que les services qu'on a développés qui sont à la carte sont finalement là pour être une combinaison de réponses à vos besoins. Je vois une dernière question peut-être. Oui. Si je veux, pardon. Pour la croissance externe, comment vous êtes capable de nous accompagner? Alors on peut vous accompagner sur la croissance externe évidemment. Alors quand même, vigilance sur les aspects de croissance externe. Ce qui est très important au départ, c'est d'avoir une stratégie claire de ce qu'on veut faire, d'avoir un ciblage très très fondé, hein. Il faut qu'on sache exactement ce qu'on recherche et pourquoi on veut le faire surtout. À partir de ça, c'est toujours la même méthode. On prend des critères de ciblage, on est capable d'identifier des éditeurs, de les qualifier, de les scorer selon différents critères. Et ensuite, on peut vous accompagner soit dans cette qualification, dans ce screening de marché, soit dans de la mise en relation, soit on peut aller plus loin. Il nous arrive de prendre des mandats à l'achat. Et évidemment, ça demande un travail, on va dire, d'empathie. Il faut vraiment qu'on rentre complètement en empathie, qu'on fasse une immersion complète dans vos enjeux stratégiques. Donc il y a quelques ateliers en amont à mener pour bien comprendre les enjeux, les challenges en fait qui se posent à l'éditeur, de bien se créer une conviction autour de l'intérêt de cette croissance externe, parce qu'évidemment il y a des investissements à la clé, donc il faut faire attention aussi sur quoi on investit et pourquoi on investit et quel retour on en attend. Est-ce que c'est pour de la croissance? Est-ce que c'est pour de la diversification? Est-ce que c'est pour de la valorisation de l'entreprise? Est-ce que c'est pour pénétrer un marché international? Donc toutes ces questions-là, il faut vraiment bien les établir et se créer une conviction commune. Et à partir de ça, on va pouvoir en découler la bonne stratégie de recherche. Après, la stratégie de recherche, c'est une approche plutôt par entonnoir. On va aller screener le marché, on va sélectionner les éditeurs qui semblent les plus intéressants. Et puis après, évidemment, on va se poser les questions de l'accompagnement, comme toujours, d'aller séduire finalement un éditeur dans un projet industriel de rapprochement et être capable aussi, évidemment, de lui apporter une offre, une structure d'offre et un niveau d'offre qui va l'intéresser et de pouvoir l'embarquer finalement dans un projet qui n'était pas forcément celui qu'il envisageait. Donc ça, c'est des choses qu'on fait. Évidemment, le marché se consolide et on l'a vu sur un certain nombre de très grands éditeurs américains, mais c'est aussi vrai en France. On a un phénomène de consolidation qui est assez naturel sur le marché de l'IT. Donc évidemment, c'est des choses qu'on est capable de faire et du coup, là, évidemment, dans ce genre de projet, la combinaison Iselin et PAC peut être intéressante. Oui, toujours parce que c'est des sujets stratégiques, c'est du make or buy. Une fois que j'ai décidé ou que j'ai un objectif de croissance pour une raison particulière, la question c'est comment est-ce que je remplis cet objectif. Je peux avoir l'idée de développer une nouvelle ligne de produits. Dans ce cas-là, est-ce que je la fais en interne ou est-ce que je l'achète? Tout ça, ce sont des questions auxquelles, ensemble, on sait répondre, puisque pour répondre à ça, il faut des analyses qualitatives et quantitatives de marché. Exactement. Laurent, je te remercie. Je vois qu'il est 10h04, on a un petit peu dépassé l'horaire, on a un peu plus d'une heure. Ce que je vous propose, c'est on va peut-être clôturer ce webinaire-là. On va vous envoyer la présentation, on va vous envoyer le lien de replay si vous voulez réécouter des choses. Mais surtout, si vous avez des besoins spécifiques, si vous voulez approfondir certains points, évidemment, Laurent et moi, on se tient à votre disposition. On sera ravis d'avoir un échange avec vous et ça ne vous engage à rien de discuter avec nous. On est vraiment open sur le fait de pouvoir d'essayer de vous apporter finalement des conseils avisés et de faire partager notre expérience et nos données pour répondre à vos problématiques. Donc n'hésitez pas à nous solliciter après le webinaire si vous avez envie.
Et puis, on vous remercie de votre présence. Et puis, merci Laurent de ta participation. Merci Et je beaucoup, vous dis, Étienne. je vous souhaite une bonne journée et j'espère que vous allez pouvoir gérer votre travail malgré les problèmes d'essence, malgré les grèves. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre écoute, merci de votre présence et à bientôt. Au revoir. Au revoir. C'est toi qui fermes, Vincent, je Je crois, hein. ferme.